Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Public Sénat. 6 ans après la disparition du commissariat général du plan, faut-il inventer aujourd'hui une nouvelle planification stratégique pour mieux guider la prise de décision? Pour répondre à cette question, la délégation à la prospective du Sénat et le Conseil économique, social et environnemental ont organisé hier une rencontre autour de deux grands témoins, les anciens premiers ministres Jean-Pierre Raffarin et Michel Rocard, pour tenter d'apporter une réponse à cette question. Ce matin, je vous propose donc de revoir en partie cette rencontre. Bonne matinée à tous. Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Monsieur le Président de la Commission des lois qui ne devrait pas tarder à nous rejoindre, Messieurs les Présidents des délégations à la prospective du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Mesdames et Messieurs, prenant la parole, il faut immédiatement que je me confonde en excuses, puisque à peine aurais-je terminé cette brève introduction que je devrais m'éclipser. Ce sont les contraintes liées à ma fonction, mais je le ferai d'un cœur peut-être plus léger, sachant que Monsieur le Premier ministre, mon collègue Jean-Pierre Raffarin, vice-président du Sénat, sera immédiatement avec vous pour participer à vos travaux. C'est donc avec un grand plaisir que le Sénat accueille ce colloque sur les défis du long terme et sur la nécessité d'une vision stratégique pour guider les décisions politiques, organisé par les délégations, et je salue mon collègue Joël Bourdin, à la prospective du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental. Ce sujet est tout particulièrement d'actualité puisque le Premier ministre a reçu hier de Madame Yannick Moreau, présidente de section au Conseil d'État, que je salue, le rapport de la mission qui lui avait été confiée sur la création d'un nouveau commissariat à la stratégie et à la prospective. Il est d'actualité également, plus largement, parce que nous avons besoin de prendre de la hauteur par rapport à un temps médiatique qui ne favorise pas la prise en compte du long terme et par rapport aux évolutions de plus en plus rapides de la société. La désindustrialisation de notre pays, le réchauffement climatique, l'augmentation des prix des matières premières et alimentaires permettent de constater les difficultés que nous rencontrons pour anticiper et même pour réagir à temps et avec la force nécessaire face à des phénomènes qui semblent toujours nous prendre de vitesse. Il m'est arrivé de réfléchir à l'avenir du bicamérisme, et en particulier de cette Assemblée, et j'ai toujours considéré qu'il était peut-être de notre responsabilité d'avoir une dimension un peu spécifique, notamment par rapport à l'Assemblée nationale, et d'essayer de nous situer dans une vision plus prospective, plus à long terme. Je crois que le sujet d'aujourd'hui nous montre que cela est tout à fait nécessaire. En effet, la question de la prospective se pose aujourd'hui pour plusieurs raisons. D'abord, on peut se rappeler que la planification française a montré dans le passé qu'elle pouvait être un réducteur d'incertitude, je cite l'expression du commissaire général Pierre Massé. Elle a également permis la réalisation de succès industriels et la création de champions nationaux et européens, par exemple dans les secteurs de l'énergie, de l'aéronautique et du spatial. Les ambitions industrielles d'alors sont d'ailleurs encore largement d'actualité. Assurer l'indépendance énergétique de la France, encourager le développement des industries nouvelles, fournir un cadre approprié à l'évolution des structures et aux réformes indispensables de notre tissu industriel. En voilà qu'il s'agit de thèmes d'aujourd'hui. Alors, il ne s'agit pas, bien évidemment, de répéter ce que nous avons dit ou fait hier. Nous vivons désormais dans une économie globalisée, à la fois très ouverte, mais aussi encadrée par des règles européennes, des règles mondiales. Et surtout, nous avons l'obligation, pas seulement d'ailleurs politique et économique, mais aussi une obligation morale, de redresser nos finances publiques. Nous ne pouvons plus, comme dans les années 60, 70, ou plus récemment, comme certains pays plutôt asiatiques l'ont fait, faire porter par l'État le lancement de nouvelles filières industrielles
nécessitant des investissements de départ considérables et mettant des années à atteindre un seuil de rentabilité. Nous ne pouvons envisager de tels efforts qu'à l'échelle européenne et j'ajoute que nous devons les favoriser dans ce cadre, en particulier dans cette période de difficultés économiques, et tandis que le projet européen doit trouver un nouveau souffle. Pour autant, je crois que nous ne devons pas conclure trop vite à une impossibilité d'agir et considérer que l'État devrait être cantonné à un rôle de je ne sais quel observateur, parfois de régulateur des forces de marché. L'État peut arrêter une stratégie, il peut définir des priorités, dégager des moyens et encourager des initiatives. Nous l'avons vu avec les investissements d'avenir qui ont été un exercice de prospective et je veux saluer Michel Rocard qui en a été un des principaux artisans pour définir des priorités mais aussi pour mobiliser des moyens publics, privés, des moyens nécessaires à leur mise en œuvre. Nous avons besoin, dans une période où, je le redis, tout s'accélère, d'élaborer des stratégies à moyen, à long terme, qui ne se limitent pas à la prise en compte des contraintes immédiates et ne s'égarent pas dans des considérations théoriques. Nous avons besoin qu'une instance de prévision, de réflexion, de concertation puisse également impulser la réalisation de ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire de nouveaux projets. La représentation parlementaire et les partenaires sociaux doivent avoir leur place dans ce travail d'évaluation et de prospective qui sert l'intérêt national. Je souhaite donc que nous puissions, avec bien sûr les délégations à la prospective du Sénat et du Conseil économique, social et environnemental, réfléchir aux outils qui permettront d'insuffler un nouvel état d'esprit et de relever les défis de demain. Mesdames et messieurs, je vous souhaite pour cet après-midi de fructueux travaux et je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'animer ces deux tables rondes et cet après-midi très riche, comme vous allez le voir, et à laquelle nous espérons bien sûr vous associer avec vos questions et vos commentaires dans un temps que j'annonce d'ores et déjà un peu restreint, mais c'est la loi du genre. Nous avons beaucoup à dire et d'abord, première remarque pratique, nos débats sont enregistrés, captation par la télévision publique Sénat, et ils seront intégralement reproduits, y compris d'ailleurs, je pense, les débats avec la salle, vendredi 7, donc dans 2 jours à 10h30. Voilà pour votre information. Il faut que vous le sachiez. Donc un colloque qui va être consacré à la planification stratégique, aux nouveaux moyens aussi que l'on pourrait mettre en œuvre pour inspirer les décideurs publics. C'est tout cela que nous allons parler. Je vous présente les invités pour cette toute première table ronde dont nous tenterons de voir en discutant quelles améliorations on peut attendre d'une planification rénovée, puisque nous avons quasiment déjà fait le constat qu'elle était nécessaire. Nous attendons Jean-Pierre Raffarin, en effet, ancien Premier ministre, vice-président du Sénat, qui sera avec nous dans un instant. Jean-Michel Charpin, économiste, ancien commissaire au plan, viendra nous parler de ce passé du commissariat au plan et de ce qu'il espère aujourd'hui voir advenir. Hugues de Jouvenel, qui est ici à ma droite, président délégué général de Futurible International, sur les travaux déjà anciens, si j'ose dire, de Futurible, portant également sur le très long terme. Ce sera un des objets du débat, le court terme, le long terme. Et Michel Ruffin est chef du service prospective, études, observation territoriale et évaluation de la DATAR. Là encore, nous rappellerons le rôle qu'a tenu la DATAR et celui qu'elle occupe aujourd'hui, y compris qu'elle occupera dans une éventuelle configuration différente. Et enfin, Pierre-Alain Chib participe aussi à notre débat. Il est conseiller à l'OCDE, chef des projets sur l'avenir, et nous apportera quelques comparaisons utiles avec des pays voisins, ou plus lointains d'ailleurs, qui ont, à ses yeux, assez bien réussi ces questions de mise en place d'une planification. Et nous conclurons notre table ronde, bien sûr, avec Joël Bourdin, président de la délégation à la prospective du Sénat. La deuxième table ronde sur les moyens, les outils que nous aurons à mettre en œuvre pour une nouvelle planification stratégique sera introduite par l'autre président à la délégation à la prospective, lui est au CESE, comme on le sait, c'est Jean-Paul Bailly. Notre grand témoin sera aussi un politique, Michel Rocard, ancien Premier ministre, ancien ministre du Plan et de l'Aménagement du Territoire. Et puis nous aurons avec nous l'économiste Yann Algan, Mélanie Gratakos pour les associations au CESE
Yannick Moreau, donc présidente de la section Conseil d'État, qui vient de remettre ce rapport. C'était hier, c'est au frais. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà eu l'occasion de le voir, mais elle nous en parlera. Donc ce rapport au Premier ministre, Jean-Pierre Sueur, président de la Commission des lois du Sénat, et Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social, environnemental, viendra clore nos échanges. Eh bien, nous allons commencer peut-être avec vous, Jean-Michel Charpin, si vous le voulez bien. Revenons rapidement sur le passé, ce n'est pas le plus important, mais années 60-70, donc le commissariat au plan, avec sans doute dans les années suivantes une légère désaffection, désintérêt peut-être, c'est vous qui allez me corriger si vous n'êtes pas d'accord. Et au fond, devant quelle situation sommes-nous aujourd'hui? Avez-vous le sentiment que les différentes instances, les différents organismes qui ont été créés après la suppression du commissariat au plan l'ont remplacé? Et sinon, où sont les manques? Jean-Michel Charpin. Oui, Dominique, mon souhait cet après-midi, c'est qu'on ait un regard tourné vers l'avenir et qu'on ne se contente pas de cultiver la nostalgie de cette époque et de notre jeunesse, mais je comprends que par nature, ayant occupé les fonctions de commissaire au plan, il est normal que je revienne un peu sur le passé. Si on met de côté la fonction très particulière qui consistait à préparer les projets de loi, de plan, qui avaient vocation à être soumis au Parlement, mais fonction qui s'était en fait interrompue au début des années 90. Moi, ce qui me frappe, c'est que toutes les autres fonctions du commissariat général du plan ont été reprises depuis sa suppression par d'autres organismes. Ce qui montre d'ailleurs que ces fonctions étaient nécessaires d'une certaine façon et qu'il a fallu continuer à les assumer même après la suppression. Le centre d'analyse stratégique a repris la fonction de veille, d'étude, de prospective. Le conseil d'analyse économique s'occupe des liens avec la recherche économique. Le commissariat général à l'investissement a commencé à reprendre la fonction portant sur le choix des investissements publics. Je dis qu'il a commencé parce qu'il l'a fait principalement pour l'instant dans le cadre du grand emprunt. Et il envisage d'étendre ça à l'ensemble des investissements publics. La fonction d'évaluation a été reprise pour partie par la Cour des comptes et pour partie par d'autres organismes administratifs. Et la fonction de concertation a été reprise à la fois de façon permanente par des organismes comme le Conseil d'orientation des retraites, le COE, le Haut Conseil de l'assurance maladie ou du financement de la protection sociale. Aussi le Grenelle, qui était un grand exercice de concertation, et même récemment la grande conférence sociale ou la conférence environnementale est relevée finalement du même type de logique. Donc toutes ces fonctions ont été reprises. Est-ce qu'elles l'ont été dans des conditions satisfaisantes? Sur les fonctions de veille, d'études et de prospectives qui ont été reprises par le Centre d'analyse stratégique, j'ai trouvé l'annexe 2 du rapport de Yannick Moreau un peu sévère. Je n'ai aucune responsabilité dans les travaux du Centre d'analyse stratégique. Je les utilisais comme simple lecteur. J'ai trouvé, dans cette situation de simple lecteur, qu'ils ont produit pas mal de travaux intéressants. Je dirais la même chose des débuts du commissariat général à l'investissement, qui me semble intéressant aussi. Le Conseil d'analyse économique a produit aussi des choses utiles. Donc je ne serai pas outre mesure, moi, sévère vis-à-vis de ces différents organismes. La fonction qui, à mon avis, a le plus souffert de la substitution a été la fonction de concertation. Et d'ailleurs, je me réjouis que dans le rapport de Yannick Moreau, cette fonction soit particulièrement mise en avant parce que elle a été menée de façon abondante, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de concertations ces dernières années, mais je trouve que les méthodes qui étaient employées par rapport à celles qui existait du temps du commissariat général du plan souffrait
de défauts relativement importants. Lesquels, Jean-Michel Charpin? Est-ce que c'est parce que peut-être c'était une concertation qui passait un peu trop par, comment dire, par la médiatisation, ou est-ce qu'elles vous ont paru un peu hâtives, ou est-ce qu'elles auraient mérité peut-être de se rapprocher davantage de l'expertise? Comment est-ce que vous définiriez ces défauts? Alors, il y a plusieurs configurations. Il y a eu effectivement beaucoup d'exercices de concertation, je dirais, menés dans la journée. Hein. Oui. Les grandes conférences auxquelles je faisais allusion, ou par exemple la conférence de Michel Rocard sur la taxe carbone, c'était des concertations qui démarraient le matin, qui se terminaient le soir et qui donnaient lieu quasiment à des annonces dans la foulée. On comprend bien que par rapport à la méthode qui était celle du commissariat général du plan, ou même la méthode qui est encore celle du Conseil d'orientation des retraites ou du Conseil d'orientation de l'emploi, c'est très différent. Parce que quand les concertations sont menées sur une certaine durée, il y a de la discussion entre les partenaires, il y a un certain ajustement des problématiques, des conceptions de chacun. Et au total, c'est beaucoup plus fructueux, évidemment, que quand on réunit les gens dans la journée, où, en fait, on peut procéder à une consultation de cette façon-là, mais on ne peut certainement pas avoir le type d'interaction qui était menée dans le cadre du commissariat général du plan. La situation de l'expertise, bon, l'expertise a toujours joué un rôle fondamental au commissariat général du plan. Hein. Vous savez comment ça se passait. Il y avait des commissions. Dans les commissions, il y avait tous les partenaires qui étaient représentés autour de la table. Et l'introduction des séances était faite par des experts qui précisaient les concepts, qui donnaient l'état de réflexion des chercheurs, et l'ensemble des partenaires réagissaient par rapport à ces apports des experts. C'est vrai que dans la période récente, il y a eu des procédures différentes, pour des raisons d'ailleurs qu'on peut comprendre. Hein. Par exemple, si vous prenez le Grenelle, moi j'ai un peu participé au Grenelle, même pas mal, le Grenelle, ça ne marchait pas comme ça. Hein. Le Grenelle, ça ne marchait pas comme ça, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des experts autour de la table, mais ils étaient autour de la table, justement. Ils pouvaient être contredits par n'importe quel autre membre. Disons, ils étaient à la même position que n'importe quel autre intervenant dans la discussion. Donc c'était un positionnement assez différent, que je peux comprendre dans le cas du Grenelle, parce que les sujets abordés par le Grenelle sont des sujets controversés, souvent, y compris en matière d'expertise. Mais la méthode du commissariat général du plan, au moins sur les sujets de type économique ou social, avait quand même beaucoup d'avantages. Bien, merci Jean-Michel Charpin. Nous saluons bien sûr l'arrivée de Jean-Pierre Raffarin qui vient de nous rejoindre. Je vais m'adresser tout de suite à vous. On vient donc avec Jean-Michel Charpin d'évoquer l'histoire récente, à la fois celle du commissariat au plan et puis surtout des organismes qui lui ont succédé. Pour Jean-Michel Charpin, vous nous direz si vous en êtes d'accord, le bas blesse peut-être du côté de la concertation. Concertation peut-être un peu trop éloignée des experts, si j'ai bien entendu, et peut-être aussi parfois, même assez souvent, trop rapide. Jean-Pierre Raffarin, revenons sur votre longue expérience de ces questions. N'insistez pas sur les longues, hein, vous savez. Pardon, c'est mal dit. Un homme qui reçoit une gifle est un homme giflé. Un homme qui reçoit un hommage est un homme âgé. Donc, je suis très prudent. La fin de ce que je viens d'entendre de M. Charpin me va très très bien. Je suis très heureux de remercier Joël Bourdin de m'avoir invité et de le féliciter pour la manière dont la délégation au Sénat sur la prospective est conduite. Sur le fond, je pense qu'en effet, la concertation est un élément très important, mais la concertation dans une perspective, sur un regard, sur une vision, et pas seulement sur les urgences et l'actualité et sur l'immédiat. Edgar Morin disait « quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive ». Donc le point important, c'est, je pense, moi, qu'il faut crier aujourd'hui notre besoin de réflexion, de stratégie de moyen terme. Je ne comprends pas pourquoi, dès que j'ai tourné le dos de Matignon, on a supprimé le commissariat au plan et qu'au fond, on a mis la DATAR de manière subalterne dans des institutions secondaires, des organismes. Je pense que la stratégie, le moyen terme, c'est un élément majeur du système. Est-ce qu'on a regardé un petit peu les taux de croissance dans le monde aujourd'hui? Et ça affole personne de voir que la croissance et les régimes autoritaires, c'est un système très corrélé?
Et si vous lisez le 12e plan chinois, regardez l'intelligence de ce texte. Regardez comme le pays qui est le premier pollueur du monde est aussi le premier appareil de croissance inclusive, de croissance verte, et d'être le premier à la fois dans le charbon, mais aussi dans le photovoltaïque. C'est-à-dire qu'au fond, ces pays autoritaires font de la stratégie un élément majeur de leur développement. Et nous, belle démocratie à laquelle nous tenons, et naturellement, je reste démocrate et républicain fondamentalement, mais quand je vois que nous, on se laisse posséder par l'immédiat et que tous les lieux où on pense l'avenir sont à un moment ou à un autre fragilisés, je me dis que si on abandonne cette volonté-là, c'est tragique pour notre bataille et notamment face au match qui est entre les régimes autoritaires et les démocraties. Pourquoi abandonnons-nous les contrats de plan ? J'étais le premier à signer avec Lionel Jospin, dont on connaît les affinités politiques, et les miennes, le contrat Université 2000, quand j'étais président de région. Les contrats de plan, c'est quand même ce qu'on avait inventé, c'est Michel Rocard qui l'avait fait, de mon point de vue de plus intelligent, pour veiller à ce que l'État affirme ce qui est de cohérent et que le territoire affirme de ce qui est d'initiative et d'ambition. Il faut, et naturellement, toujours un yin et un yang. Les territoires, ils sont là pour exprimer des libertés, des ambitions, et l'État est là pour affirmer des cohérences et des logiques et des valeurs de justice notamment, et des valeurs républicaines. Donc, en résumé, je pense que là, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est de remettre la dimension du moyen terme dans nos décisions publiques. Et qu'au fond, plus personne ne s'intéresse au moyen terme, tout le monde ne gère que l'immédiat, hélas, même dans des grands partis politiques. Je note effectivement, Jean-Pierre Raffarin, que vous insistez sur le moyen terme. Le long terme, tout de même, à sa place. On va le voir certainement avec Hugues de Jouvenel dans une des vocations à futuribles. Vous séparez, vous distinguez moyen et long terme? Bon, ça, je laisse les professionnels distinguer tout ça. Ce que je crois, c'est qu'au fond, en politique, il est clair que quand vous regardez une décision publique aujourd'hui, si vous faites un auditorium dans la belle ville de Poitiers, entre le moment où vous l'avez décidé et le moment où vous l'inaugurez, il y a 10 ans. Ce n'est donc pas les mêmes équipes qui décident et qui inaugurent, ce qui est un vrai problème dans notre pays, mais bon, par ailleurs. Mais c'est un sujet très important. Donc, à mon avis, aujourd'hui, le moyen terme en Chine, c'est 3 ans. Le moyen terme chez nous, c'est 10 ans. Et le long terme chez nous, c'est 30 ans, et le long terme chez eux, c'est 10 ans. Donc il y a un moment où il faut ouvrir les fenêtres de la France et regarder un peu le monde tel qu'il est. Je dis la Chine, mais ce qui me frappe le plus, c'est de voir ce qui se fait aujourd'hui au Brésil, où le Brésil est à la fois un pays qui, tous les 2 mois, revoit ses comptes publics, parce qu'ils estiment que les rentrées fiscales ne sont pas au niveau, etc. Et donc ils serrent les boulons, ils desserrent les boulons en fonction de l'actualité budgétaire à 2 mois. Mais en même temps, ils ont des stratégies, y compris fédérales, de politique à moyen terme et à long terme. Et donc ça, je pense qu'il faut qu'on s'habitue à ce qu'est la gestion complexe. Et la gestion complexe, c'est qu'évidemment l'immédiat est très important, et l'immédiat est très important pour la démocratie, mais le moyen et le long terme sont très importants aussi. Et il est clair que quand vous regardez ce qu'est aujourd'hui le processus de décision, pour nous, le processus de décision est tel que nous avons une notion de moyen terme qui est trop longue. Et il faut revenir à des processus de décision qui, à mon avis, sont plus courts. Donc le Grenelle de l'environnement, dont M. Charpin est un des acteurs, le Grenelle de l'environnement, c'est très bien si ça n'allonge pas trop les délais du moyen terme pour en faire en fait des délais de long terme. Merci Pierre-Alain Chipe. Je pense que vous écoutez avec intérêt ces comparaisons au pays et surtout ces visions différentes au fond du moyen terme ou du court terme. Alors profitons de vos travaux à l'OCDE pour connaître un peu ce que font les autres. Vous allez nous dire personne n'a vraiment le modèle parfait de la planification. Mais quand même, dites-nous quels sont les bons critères selon vous en tout cas pour une planification réussie. Bon après-midi, messieurs, dames. Je pense que la première chose, peut-être, c'est de présenter le fait que l'OCDE ayant 34 pays membres, la prospective stratégique s'est développée depuis 1975 et a trouvé la forme d'une unité permanente depuis 22 ans maintenant. Donc nous avons une certaine expérience de ce qui se passe dans un certain nombre de pays. Ce que je crois, c'est que bien sûr, il faut d'abord commencer par distinguer planification et prospective stratégique, parce que je pense que jusqu'à présent, on est un peu sur les 2 niveaux, donc c'est quelque chose sur lequel il faut être peut-être un peu plus clair.
Quelques remarques sur les mécanismes institutionnels à la suite de ce que vient de dire Monsieur le Président Raffarin. Il me semble qu'il y a des solutions relativement intéressantes qui doivent même remonter parfois jusqu'au niveau de la Constitution. Nous aimons bien citer le cas de la Finlande, pour lesquels le Premier ministre, quand il fait son discours de l'Union, doit présenter la vision de la Finlande à 15 ans. Donc on est bien dans cette notion plus ou moins du moyen terme. Donc effectivement, ça ne vaut pas forcément un engagement ou un programme de politique publique pour les 15 ans à venir, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant d'avoir d'une part cette notion de l'homme politique le plus puissant qui vient d'être élu déclare quelle est sa vision du pays à 15 ans. Et ça se traduit aussi au niveau parlementaire par l'existence d'une commission permanente sur l'avenir. Donc peut-être que c'est une invitation pour ceux qui nous écoutent à aller dans ce sens-là. Alors il y a d'autres, bien sûr, il y a des exemples plus restreints qui ont aussi un cycle, on les abandonne, on les reprend, comme les offices d'évaluation des technologies dans les structures parlementaires, dont on sait qu'elles sont bien sûr plus restreintes que les questions de retraite ou les questions de longévité ou des questions de changement climatique. Mais c'est peut-être aussi une évolution qu'on voit dans d'autres pays, c'est la réapparition de ce besoin de regarder le long terme à travers les politiques de sciences et technologies et l'évaluation des technologies. Et il y a aussi sur le mécanisme institutionnel des choses intéressantes qui se passent. Traduit en français, la Cour des comptes des États-Unis maintenant s'est arrogée, je pense qu'on n'a rien changé à son mandat, une forme d'appréciation des politiques à long terme. Donc quand le gouvernement, l'exécutif des États-Unis ou le Congrès se saisit d'un certain nombre de questions, eh bien la Cour des comptes fait une espèce aussi d'appréciation préventive, j'allais dire, de décisions qui auraient un caractère prospectif, donc éventuellement des engagements à très long terme que prendrait le gouvernement. Donc il y a un certain jeu aujourd'hui dans un certain nombre de mécanismes relativement institutionnels pour réapproprier le long terme dans les questions de politique publique. Alors, je ne veux pas trop occuper le temps. Par contre, les réussites les plus récentes sont bien sûr moins ambitieuses. Elles sont surtout des réussites sectorielles. Il y a des réussites en matière de politique de sciences et de technologie, par exemple au Danemark. Il y a des politiques sur le financement et la planification à long terme des infrastructures en Suisse, dans un certain nombre de pays. Donc, pour l'instant, personne n'a retrouvé finalement la formule magique pour réintroduire le long terme dans les politiques publiques. Mais nous espérons que c'est quelque chose qui va progresser. Et donc, le caractère créatif aujourd'hui de ces mécanismes, enfin, le renouveau de ce débat, on le voit aussi avec le fait que peut-être une planification raisonnée, pour reprendre le titre aujourd'hui de la réunion, ça va aussi peut-être avec la remise en cause de certains tabous. Alors nous savons qu'en dans les politiques publiques, on n'a pas trop le droit de parler de politique industrielle, on n'a pas le droit de dire que le gouvernement pourrait inciter de façon relativement concrète des initiatives dans les choix technologiques. Donc si on veut aujourd'hui retrouver de la croissance et peut-être se poser un certain nombre de questions de refondation des économies des pays OCDE, il faut peut-être remettre à plat aussi un certain nombre de grands tabous qu'il ne faut pas forcément jeter à la poubelle, mais par contre qu'il faut rediscuter au niveau de leur postulat pour pouvoir se donner des degrés de liberté. Voilà. Restons encore un instant sur les exemples que vous avez pris. Le Danemark, par exemple, vous nous dites notamment la politique des sciences et technologies, oui, c'est bien cela. Et vous avez parlé d'appréciation préventive. J'aime assez le terme parce que peut-être que c'est ce qui peut nous manquer ici en France. La prévention, on va y revenir. Hein. Est-ce qu'on évalue bien avant même d'agir? Peut-être que Jean-Pierre Raffarin voudra s'exprimer là-dessus aussi. Mais dites-nous pourquoi ça vous paraît un si bon exemple, le Danemark. Alors je crois que le Danemark, il y a au moins, je ne parle même pas de flexi-sécurité, mais nous avons au moins 2 ou 3 exemples récents de surtout le caractère inclusif, participatif des procédures. Alors que ce soit cet exemple sur les politiques de sciences et technologies qui a mélangé, si on peut dire, en séquence, l'analyse du long terme, le point de vue des experts et y compris le point de vue des populations, l'engagement des ministres. Donc on revient un peu peut-être à cette notion. Dans contrat de plan, il y a contrat. Et donc je crois que c'est un élément, encore une fois, très important. Ils ont fait aussi les mêmes efforts sur des particularités de la politique de santé. Et on retrouve une espèce de constante dans le modèle des pays scandinaves en général,
Et la grande question, je pense, pour un certain nombre de pays qui nous occupent, c'est un effet de taille. Pourquoi des pays à 10 millions d'habitants arrivent à trouver des mécanismes inclusifs, participatifs et une notion de consensus, alors qu'à 60-80 millions, ça paraît beaucoup plus difficile. Alors il y a peut-être une question de verticalité, il y a des solutions à trouver. Beaucoup des très bons exemples sont des exemples de pays ou de structures démographiques à 10-15 millions d'habitants. Ouais, je crois que vous citez volontiers Singapour aussi. Pourquoi Singapour d'ailleurs? Singapour, il faut peut-être hésiter à les mettre trop en avant parce que c'est une ville-État. Donc c'est sûr qu'ils ont justement la facilité qu'on vient de décrire, d'être une très forte imbrication de tous les décideurs dans un espace géographique extrêmement restreint. Donc c'est sûr qu'ils ont des belles réussites, mais il faut se remettre aussi dans ce contexte. C'est beaucoup plus facile pour une ville-État que, encore une fois, une population de 80 ou 100 millions d'habitants. Bien sûr. Réaction peut-être à ce que nous dit Pierre-Alain Chip sur ces comparaisons pays, Monsieur le Président Bourda, si vous le souhaitez, ou Jean-Pierre Raffarin. Comparaisons qui effectivement doivent être ramenées à la taille de chaque État, hein, vous le dites bien. Jean-Pierre Raffarin, oui, ou d'autres. On s'aperçoit que la logique du consensus, qui est quand même une pensée qui est derrière ces méthodologies, n'est pas forcément liée à la taille. Et au fond, mais beaucoup liée au mécanisme. Il est clair que le fait qu'il y ait des lieux où les consensus peuvent se préparer est très important. Je pense que dans notre pays, on ne donne pas au CESE, et je salue le président Bailly, co-organisateur de ce colloque, mais je crois que clairement, on n'a pas donné suffisamment et assez d'importance aux lieux qui préparent les consensus, qui au fond sont des lieux où les opinions s'expriment, où les premiers consensus peuvent se développer. Et au fond, au niveau national comme au niveau régional, je crois qu'il faut travailler sur l'ingénierie du consensus. Parce que les consensus, il n'y a que les dictateurs qui les font comme ça, en un simple clin d'œil. Les autres, ils sont obligés de les construire. Et les construire, ça demande des lieux où se construisent des consensus. Et ça, je pense que c'est une démarche à laquelle il faut qu'on réfléchisse sur l'ingénierie des accords. Je parlais tout à l'heure des contrats de plan État-région, mais ce sont des mécaniques de l'ingénierie sociale qui permet de construire des consensus. Donc il faut réfléchir à la méthode dans laquelle on peut essayer de construire notamment la participation de la société civile au consensus. Oui. De l'utilité de la... Oui, pardon, Joël Bourdin, je vous en prie. Oui, sur ce plan, je ne pense pas, excusez-moi, qu'il y ait une corrélation entre la taille du pays et disons, la réussite de la concertation. Car on a quand même notre histoire. Le commissariat au plan a fonctionné. Il réunissait les différentes catégories de personnes. C'était une véritable ruche qui travaillait et on arrivait à monter des opérations et des plans. C'était des plans qui finalement étaient cohérents et au moins pour certains qui ont abouti aux résultats qui étaient souhaités. Il fallait peut-être dépoussiérer sans pour cela supprimer. Oui, absolument. On verra dans un instant, on reviendra sur le rôle de la DATAR, toujours présente avec Michel Ruffin. Auparavant, quand même, avec vous, Hugues de Jouvenel, ce que vous entendez là sur, au fond, les apports de la prospective dans les politiques publiques, je crois que ça n'est plus à démontrer, mais on y travaille depuis très longtemps. Futurib, quelle définition donneriez-vous? Enfin, comment reviendriez-vous sur l'utilité de cette prospective? Merci. J'aimerais d'abord remercier la délégation à la prospective du Sénat et du CESE d'avoir pris l'initiative de cette réunion en vue de réintroduire la dimension du temps long dans la vie publique. Je ne dis pas dans l'État, je dis dans la vie publique. Ce n'est pas la même chose. J'aimerais ensuite réagir très rapidement à l'échange qu'on vient d'avoir, parce que finalement viennent d'être débattues deux questions. Celle du long terme. C'est quoi le long terme? C'est quand? Bon. Et c'est vrai qu'on a tendance à parler du futur sans dire à quelle échelle de temps on se situe. Moi, j'ai tendance à penser que toutes les échelles de temps sont pertinentes et si on travaille sur le climat, on ne va pas travailler à la même échelle de temps si on travaille sur le développement d'un service de voisinage. D'accord? Donc les périmètres et les échelles de temps ne sont pas les mêmes. Ça, c'est une première remarque triviale. La deuxième remarque, tout aussi triviale, c'est de dire, bien sûr, le long terme, c'est important, mais avant d'arriver au long terme, il faut quand même passer par le court et le moyen terme. Et donc, dans une démarche de prospective, alors je vais revenir sur ce mot si vous le voulez bien, il y a
Il y a la démarche où on part du présent pour aller explorer le champ des possibles, et puis il y a la démarche où on part d'un objectif qu'on se fixe dans le futur et où on revient sur le présent pour savoir qui fait quoi demain matin. Donc je vais revenir dans un instant là-dessus. Troisième réaction par rapport à l'échange qui vient de s'instaurer. Je ne crois pas du tout qu'on puisse dire qu'il y a une taille à laquelle on peut faire de la prospective plus aisément qu'à une autre. Moi, je vois dans les territoires, des petits territoires et des grands territoires qui font des exercices de prospective très intéressants. On a parlé de Singapour, mais on a aussi évoqué le 12e plan chinois. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger avec les auteurs du 12e plan chinois. Ils ont des visions à long terme. On a parlé du Danemark, mais on pourrait parler d'autres grands pays. Je ne crois pas que la taille du pays ou la taille du territoire soit un élément déterminant. Alors ça, c'était une réaction un peu à chaud. Alors maintenant, sur le long terme, moi, je suis très attaché à une distinction entre l'avenir comme territoire à explorer et l'avenir comme territoire à construire. D'ailleurs, Delors, qui est cité dans le rapport de Mme Moreau, insiste lui aussi sur cette distinction. L'avenir comme territoire à explorer, ça part d'une première chose qui est quelle représentation nous forgeons-nous de la situation actuelle, à charge pour nous d'essayer de faire le tri entre ce qui relève de l'écume des jours et qui sans doute fera la une des médias, et puis ce qui d'un autre côté va nous apparaître comme symptomatique, révélateur de ce qu'on appelle classiquement des tendances lourdes et des phénomènes émergents, j'ai envie de dire des racines de futurs possibles. Ensuite, il y a la question du que peut-il advenir. Et là, moi, je suis très attaché à la nuance qu'il convient de faire entre la prévision qui repose sur des modèles de simulation et puis la prospective qui s'efforce de prendre en compte les phénomènes de discontinuité et de rupture, ainsi que les acteurs qui sont en scène et la stratégie des acteurs. Et les acteurs, fort heureusement, ce sont des êtres humains, ce sont des corps sociaux qui ne fonctionnent pas de manière répétitive, ce ne sont pas des automates ou des robots, et c'est tant mieux. Donc c'est des gens qui fonctionnent aussi avec une fibre sensible. Bon. Et alors, de ce point de vue-là, j'en profite. Malheureusement, Mme Yannick Moreau est partie. Mais c'est vrai que quand je vois dans son rapport une assimilation qui est long terme, prospective égale prévision macroéconomique, je dis attention, c'est pas vraiment ça. Et quand je vois, par ailleurs, dans le même rapport, monter un peu en épingle une soi-disant controverse entre les tenants de la prospective du présent, incarnée ici par Jean-Paul Bailly, et puis la prospective, alors je sais pas quoi, plus classique, moi je dis la prospective du présent, elle nourrit la réflexion sur l'avenir. Les avenirs, ils sont en germe dans le présent. Bon. Alors ça, c'est une chose. Cette prospective exploratoire, son seul objectif, c'est de mettre en évidence les enjeux. Et avant de faire du consensus sur les enjeux, moi je dis il y a un vrai défi qui est d'être capable d'instruire des controverses fécondes sur les questions qui font problème. Si on fait du consensus, on fait du consensus souvent à côté de la question. Et puis ensuite, il y a l'avenir comme territoire à construire. Et ça passe par une réflexion à 3 niveaux. Quelles sont les marges de manœuvre des différents acteurs? L'État est un acteur parmi d'autres, ce n'est pas le seul. Quelle est la représentation que la puissance publique ou l'État se forge d'un avenir souhaitable et réalisable? C'est ce que dit Louis Gallois dans son rapport quand il dit « l'État doit donner une vision à long terme ». C'est quoi cette vision à long terme qui anime les politiques publiques? J'en sais rien. Et puis, en supposer qu'on ait un objectif à long terme qui soit clairement défini, vient la question du compte à rebours, qui fait quoi, quand, comment pour y arriver. Bien, on va s'appuyer sur ces 3 hypothèses en parlant évidemment avec Michel Ruffin d'abord de la data. Alors la traduction de la data, là on est bien dans la réflexion prospective. Hein, vous confirmez, Michel Ruffin, on est plus dans la prospective que dans la prévision. Si l'on évoque la vocation de la data, est-ce que ça peut être là d'ailleurs une différence avec l'ancien commissariat au plan? Alors, je m'avance un peu, oui, je surveille Jean-Michel Charpin. Oui, enfin, je pense qu'il y a un discours un peu classique qui consiste à dire le commissariat au plan c'est bien votre micro de vous, merci. Faisait de la prévision macroéconomique, de la modélisation, et puis la data faisait de la prospective. Donc nous étions un peu les créatifs et eux les économètres, hein, pour caricaturer et forcer le trait. Je suis pas certain que ça rende compte ça fasse justice aux 2 institutions, mais effectivement, je vous confirme que la data est davantage positionnée sur le créneau prospectif, si on peut dire. Peut-être essayer d'expliquer pourquoi d'ailleurs, hein,
parce que, bon, s'il fallait caractériser la DATAR, je dirais qu'elle a plusieurs caractéristiques. La première, c'est que c'est une entité, une institution, une délégation qui croise l'action et la stratégie. Je pense que c'est un premier élément à avoir clairement en tête pour comprendre ce qui la structure depuis l'origine. Là, elle va avoir très prochainement 50 ans, c'est l'âge des bilans, c'est aussi l'âge de faire des projets d'avenir. Et donc, voilà, premier point vraiment important et qui, pour le coup, là, nous différencie bien de ce qu'était le commissariat au plan ou de ce qu'a pu être le CAS qui lui a pour partie succédé. C'est ça, c'est ce tuilage, je dirais, plus ou moins réussi selon les époques, mais en tout cas permanent dans la durée, entre réflexion stratégique, prospective, étude d'une part, et puis portage, soit en direct, soit conjointement avec un certain nombre d'institutions de ministères, de politiques publiques, que ce soit les pôles de compétitivité, les contractualisations État-région, etc. Je ne vais pas les citer toutes, mais il faut vraiment avoir cette idée en tête. Deuxième élément important qui caractérise la data, c'est que de par son objet même, elle est, j'allais dire, abonnée au temps long, puisque tous les enjeux d'aménagement du territoire, c'est comme pour l'urbanisme, enfin les transports, etc. On traite de sujets. Monsieur Raffarin a cité le cas de l'auditorium, quand il s'agit de lignes de transport, quand il s'agit de désenclaver des territoires, etc. On est sur des perspectives là qui, pour le coup, sont même plus à 15, 20, parfois 30 ans que sur les 10 ans qu'il évoquait. Donc, par définition, la DATAR est obligée de façon un peu constitutive, et c'est bien pour ça que dès les années 60, dès l'origine, il y a une forte tradition prospective qui s'est mise en place à la DATAR, avec pour ambition justement, comme l'a rappelé Hugues de Jouvenel, d'identifier quels étaient les futurs possibles. Encore une fois, ce qui distingue peut-être le plus la prospective de la prévision, il y a peut-être un effet de délai, d'horizon temporel, il y a éventuellement les méthodes, mais c'est aussi l'idée qu'on fonctionne beaucoup plus par scénario parce qu'on considère que le futur n'est pas écrit et que justement il y a plusieurs options possibles et tout l'enjeu c'est de construire ces options. Oui, pardon, le principe à la DATAR est de proposer plusieurs scénarios. Bien sûr. C'est une base de travail. Donc il y a eu plusieurs exercices au fil du temps qui ont... On peut en prendre un exemple fort que nous aurions tous en mémoire éventuellement? Alors il y a eu quelques scénarios qui ont fait date, comme celui qui restait sous le nom de scénario de l'inacceptable, pour décrire. Alors bon, après, tout dépend des choix que l'on veut faire, mais celui-là, il reste un peu dans les mémoires. Il y a l'exercice N-1 qui était la France 2030. On est actuellement en train de travailler sur un travail un peu au long cours qui s'appelle Territoire 2040. J'en dirai peut-être un mot après sur le point suivant, ce qui me semble c'est une démarche assez novatrice et qui mérite d'être un peu plus approfondie. Mais voilà, donc l'enjeu, vraiment, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que par définition, la DATAR ne peut vivre qu'avec des visions du temps long, et que ces visions ne sont pas données a priori, et que donc il faut les construire, et comme le rappelait Hugues de Jouvenel, avant de faire du consensus, il faut déjà se dire quels sont les grands moteurs des transformations de la société et du territoire français, et donc à quel type de grandes images on peut arriver, quel type de futur possible on peut arriver, pour ensuite voir justement comment on peut prendre des décisions, que ce soit sur les infrastructures de transport, l'aménagement numérique ou les sujets dont peut s'occuper la data. Pardon, oui. En vous écoutant, c'est une question peut-être pour tous. Je crois que de Jouvenel voulait déjà réagir à ce que vous êtes en train de nous dire. Mais au fond, Conseil d'analyse stratégique plus DATAR, n'ont-ils pas suffisamment rempli ces fonctions puisqu'ils se sont retrouvés sur de nombreux projets? Est-ce qu'ils n'ont pas utilement remplacé ce qui se faisait au commissariat au plan? Je demanderai aussi à Jean-Michel Charpin, Hugues de Jouvenel. Michel Ruffin a parlé de petits moteurs et de grands moteurs. Moi, ce que je constate aujourd'hui dans les territoires, c'est que les grands moteurs, ce sont les territoires au niveau des métropoles, au niveau des départements, au niveau des communautés d'agglos. Ce n'est pas l'État. L'État est un tout petit moteur en retard d'une guerre par rapport à ce qui se fait en matière de prospective dans les territoires, sous l'impulsion de collectivités territoriales, par exemple. Ça, c'est un premier point sur lequel je vais intervenir. Le deuxième point, c'est peut-être en décalage par rapport à ce qui vient d'être dit, mais je vais prendre un exemple sur prévision prospective qui, en taquinant mon ami Jean-Michel Charpin, que je respecte beaucoup, et parce que Mme Moreau nous a rejoints, et qu'ils ont tous les deux joué un rôle majeur sur la prospective des retraites. Qu'est-ce que c'est une démarche de prévision en matière de prospective des retraites? Et Jean-Michel Charpin a fait un rapport majeur qui, depuis lors, est tenu à jour par le Conseil d'orientation des retraites. C'est un travail de simulation macroéconomique, donc qui simule le fonctionnement de la société française comme s'il n'y avait pas de rupture majeure dans son organisation collective,
Et ces simulations reposent sur des hypothèses. Les hypothèses, en l'occurrence, c'est on prend la projection médiane des projections INSEE, puis on fait des hypothèses sur la croissance économique, la productivité et l'emploi. Ce que je constate dans le dernier rapport du COR, exactement comme dans le rapport Charpin des années 90, c'est que ces hypothèses, souvent, sont très arbitraires, subjectives, discutables. Donc, dernier rapport du COR, si vous voulez, on nous dit la croissance va repartir, on va être sur des gains de productivité importants, on sera à un taux de chômage de 4 à 6% en 2020. Alors, on peut faire tourner modèle derrière, mais je dirais les résultats, ils valent pas mieux que les hypothèses d'entrée. Alors, par rapport à ces démarches-là, moi, il me semble que la prospective, ce qu'elle apporte, je ne dis pas que elle a une vertu magique, hein, mais je dis que quand on travaille sur des horizons temporels longs, donc sur une dimension temporelle où il peut y avoir des discontinuités et des ruptures, éventuellement qu'on peut vouloir provoquer des discontinuités et des ruptures. Il ne faut pas raisonner toutes choses égales par ailleurs. Jean-Michel Charpin souhaitait aussi réagir, peut-être d'autres à cette table. On va, dans un moment, donner aussi la parole à la salle, bien entendu. Jean-Michel. Deux remarques. La première est fondée sur la distinction qui a été utilisée par Hugues de Jouvenel entre l'exploration et la construction de l'avenir, concepts qui me paraissent tout à fait pertinents. Parce que c'est vrai que dans la démarche qui a toujours été la nôtre, ou celle des prospectivistes, on commence par explorer les avenirs en essayant d'avoir de l'imagination et d'envisager des scénarios divers, mais on le fait pour éclairer des décisions. On le fait pour justement permettre la construction de l'avenir. Et s'il n'y a pas la deuxième étape, la première peut avoir un intérêt intellectuel ou ludique, mais tel que c'était pratiqué au commissariat général du plan, ou même à la DATAR d'ailleurs, c'était bien dans le but d'éclairer des décisions à prendre aujourd'hui ou à prendre dans un avenir proche. Deuxième remarque sur le long terme, qui est plutôt, dans mon esprit, une bonne nouvelle. J'ai beaucoup été frappé depuis une quinzaine d'années que, alors même qu'on stigmatise à juste titre le court-termisme de beaucoup d'acteurs, des journalistes, des financiers, des entreprises, simultanément, les problématiques du long terme sont devenues plus familières, d'ailleurs, y compris aux journalistes. Je trouve qu'il est plus facile aujourd'hui de faire comprendre les problématiques des retraites, puisque j'ai beaucoup travaillé ce sujet, du développement durable, des politiques climatiques, des grands choix d'infrastructures, que ça ne l'était il y a 15 ou 20 ans, période on était un peu coincé sur l'horizon des plans, finalement. On était avec des horizons de 5 à 10 ans et le très long terme était beaucoup plus difficile à appréhender par les observateurs, par les commentateurs. J'en veux voir un symptôme technique ou technocratique dans l'évolution du taux d'actualisation du plan. Dans les années 60 et 70, le taux d'actualisation recommandé par le commissariat général du plan était de 8% en termes réels. Pour ceux d'entre vous qui connaissent la mécanique des taux d'actualisation, ça veut dire que tout ce qui se passe au-delà d'un horizon de 10 ans n'a plus aucune importance. Parce que le taux d'actualisation cumulé réduit à zéro tous les montants qu'on peut envisager. Aujourd'hui, plus personne n'envisagerait de travailler avec des taux d'actualisation aussi élevés, ce qui traduit sous une forme arithmétique, en fait, le fait qu'on a allongé l'horizon. Et dans beaucoup d'exercices, aujourd'hui, finalement, l'opinion est assez prête à raisonner à long terme. Peut-être aussi parce qu'elle a beaucoup appris. Alors là, il y a eu de la pédagogie, sans doute, qui a été faite de la part, je ne sais pas, des experts, voire des politiques. Michel Ruffin, de Jouvenel, peut-être d'autres réactions encore, je vous en prie. Moi, je veux bien enchaîner, si vous voulez bien, sur ce que vient de dire Jean-Michel Charpin, parce que je crois qu'il a dit une première chose tout à fait importante, en disant l'exploration des futurs possibles n'a d'intérêt que dans la mesure où ça débouche sur la construction d'un futur souhaitable. Oui, absolument oui. Avec une nuance, c'est que l'exploration des futurs possibles
ne peut pas porter exclusivement sur la France, il faut prendre en compte l'Europe, il faut prendre en compte le monde, donc le périmètre de la réflexion est très large, alors que la construction du futur, la France n'étant pas maîtresse du monde, et les pouvoirs publics français n'ayant pas la main sur tout, ça implique quand même de savoir que le périmètre de l'action publique, et notamment publique nationale, il va être différent du périmètre de l'action de la réflexion prospective au sens large du terme. Donc ça, c'est un élément. Alors maintenant, par rapport à ce que disait Jean-Michel Charpin sur le fait que nos contemporains, finalement, avaient une plus grande intelligence du futur. Raison de plus pour ne pas les prendre pour des imbéciles. Raison de plus pour ne pas leur fournir des prévisions macroéconomiques qui expliquent qu'on va raser gratis demain matin. Le rapport de Mme Moreau, à juste titre, souligne la crise de confiance qu'il y a en France, notamment vis-à-vis des instances publiques, et aussi vis-à-vis des autres. On sait très bien que la France arrive en queue de peloton depuis très longtemps sur les baromètres de la confiance. Elle arrive juste au-dessus de l'Afghanistan, hein, pour vous donner une petite idée. Bon. Là, je pense que le discrédit des instances publiques nationales et les instances publiques locales n'ont pas le même discrédit. Le discrédit des instances publiques nationales tient au fait qu'on raconte n'importe quoi et qu'on ne donne pas de visibilité ou qu'on donne des projets qui sont manifestement irréalisables. Donc on prend les gens pour des imbéciles et les gens, malheureusement, sont de moins en moins imbéciles. Et donc là, il y a un petit problème. Il faudrait quand même que, au sein de l'appareil d'État, on se mette un peu à l'écoute de la société et qu'on soit un peu plus en phase avec les réalités. Qui est on, Hugues de Jouvenel? Là, je parle de ceux qui sont supposés incarner au sein de l'appareil d'État la réflexion. Alors, je ne sais pas s'il faut dire prospective, stratégique, je dirais la fonction. Mais dit autrement, est-ce qu'il y a une responsabilité politique dans la transmission de ce discours-là? Mais je pense que c'est pas qu'il y a des coupables. Je reviens une seconde sur l'exemple de la retraite. Moi, je suis absolument pour les réformes qui ont été introduites sur les régimes de retraite, d'accord ? Mais il faut bien voir, je reviens sur le rapport de Jean-Michel Charpin, qui pour moi est un rapport tout à fait important. Il l'a fait à une époque où l'INSEE pensait qu'à partir de 2006, la population active allait commencer à se réduire. Parce que les générations nombreuses du baby-boom allaient massivement partir à la retraite, à telle enseigne qu'en 2010, on allait dérouler le tapis rouge pour les seniors et pour les jeunes. Ce n'est pas vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. C'est pas parce que Jean-Michel Charpin est mauvais, c'est pas parce que l'INSEE est mauvais, c'est parce qu'on est aussi très largement tributaire des lunettes qu'on a sur le nez, des indicateurs qu'on utilise, en l'occurrence c'est l'indicateur de fécondité, hein, plutôt que le nombre de naissances par année. Il n'y a pas eu un grand crack au niveau du baby crack, il n'y a pas eu un grand boom du baby boom. Donc ça donne une vision érodée de la réalité. Donc moi je crois qu'au niveau de l'appareil d'État, et quelle que soit la création d'une commission, d'une délégation, de je ne sais pas quoi encore, à la prospective ou à autre chose, il y a aussi un gros travail à faire sur les indicateurs, sur les données, sur la manière dont on se représente aujourd'hui la société, à la fois dans ces variables qu'on appelle dures, parce qu'on croit être capable de les quantifier, et dans ces variables qu'on qualifie de molles, mais qui souvent sont beaucoup plus motrices que les variables dures. Vous permettez, Michel Rufin, je sais que vous voulez intervenir aussi. Je voudrais une réaction de Jean-Pierre Raffarin, de Joël Bourdin. Oui, simplement pour mettre un peu d'espoir dans tout ça. Mais je vous en prie. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais si je prends Madame Moreau, le rapport du corps, c'est grâce à ça qu'on a pu faire la réforme, celle que j'ai menée en 2003, parce que dans les débats du corps, qui étaient à la fois techniques et en même temps de concertation, j'ai identifié que la CFDT et un certain nombre de partenaires majeurs avaient des positions communes. Donc c'est dans ce travail à la fois, je dirais, de diagnostic, d'analyse, mais en même temps d'expression de volonté politique, qu'on a pu définir un chemin. Et c'est Lionel Jospin qui, avant moi, avait construit cette démarche, et je pense qu'elle a été très utile, et que le corps a été le lieu qui, dans sa diversité, a montré à qui voulait avoir de la bonne volonté un chemin. Donc, je pense que ces questions-là sont très importantes. Et si M. Charpin a raison de dire qu'au fond, le long terme est de plus en plus présent dans un certain nombre de réflexions, c'est une bonne chose, mais je crois que, et je salue Monsieur Michel Rocard, qui vient de nous rejoindre, un ancien Premier ministre, ça mérite toujours le respect. Bon. Et on s'arrête. Et donc, je le salue affectueusement et respectueusement. Bienvenue. Et tout ça pour dire qu'il y a un certain nombre de sujets quand même sur lesquels on voit bien que la réforme passera par de la prospective. La réforme des retraites est passée par de la prospective.
c'est des consensus qui ont été bâtis sur des analyses. Or, aujourd'hui, on voit bien que dans ce qui est engagé sur la maîtrise des dépenses publiques, on voit bien qu'il y a deux sujets qui sont majeurs. Un, l'éducation nationale, deux, la dépense sociale, et notamment la dépense de santé. Est-ce que sur ces deux sujets-là, on a des approches type corps, c'est-à-dire des lieux où on réfléchit à la fois sur le moyen terme, à la fois sur la prospective, pour préparer des initiatives. Parce que s'il n'y a pas ce travail en amont, il n'y aura pas de consensus en aval. Hein. Si l'eau est trouble en amont, elle a assez peu de chances d'être claire en aval. Donc je pense qu'il faut quand même réfléchir à ce type de méthodologie. Et ce n'est pas parce que vous êtes là, madame, que je salue cette action, mais je crois qu'il y a des lieux dans la société où, si on progresse en matière de prospective, on peut aussi progresser aujourd'hui dans ce qu'est, au fond, la stratégie de réforme par une réflexion en amont. Et j'ajoute, je le disais tout à l'heure, et je le redis parce que Michel Rocard nous a rejoint sur les contrats de plan, je pense que au lieu de se poser en permanence la question de savoir si nous sommes trop jacobins ou trop girondins, bâtissons et prolongeons, et les contrats de plan étaient de ce point de vue-là une belle clairvoyance, c'est de se dire au fond que l'État assume ses missions, que les territoires assument les lieux, et qu'on crée des lieux où se rencontrent les stratégies et on bâtit des politiques contractuelles sur des stratégies qui sont en partie différentes mais qui ont des intérêts communs. Et c'est ça, je crois, une forme de prospective opérationnelle à laquelle il faut penser. Michel Reffin, Monsieur le Premier ministre, vous êtes quand même d'accord que si votre réforme des retraites allait dans le bon sens, elle était tout à fait insuffisante. Bien sûr, mais le bon sens, ça suffit à beaucoup de choses, parce que les réformes dans le mauvais sens sont encore pires à corriger, et que, évidemment, sur des sujets de cette nature, vous ne pourrez les faire que par étapes, et que, de toute façon, la réforme structurelle comme ça, elle ne peut se bâtir que par étapes. D'ailleurs, la réforme en question prévoyait des étapes de révision. Mais de toute façon, vous ne réformerez pas l'éducation nationale à l'occasion d'une rentrée. Vous ne réformez pas la politique de santé à l'occasion de la sortie d'un médicament. Ce sont des actions de long terme qu'on fera que par étapes. Et c'est pour ça que la prospective est très importante, parce que c'est elle qui donne un sens aux étapes. Mais le corps a donné une ligne directrice où après, pour des conditions politiques, sociales, économiques, tout ça, chacun choisit le rythme et l'exécutif choisit, mais on choisit le rythme, mais la direction est fixée. Autre réaction politique, pardon Michel Reffin, à nouveau, Joël Bourdin, je crois que vous vouliez intervenir, on vous a peu entendu. Je réagissais au propos de Jean-Michel Charpin, que je partage complètement, sur les taux d'actualisation, car effectivement, il nous rappelait tout de suite que lorsqu'on élaborait des plans il y a quelques années, le taux d'actualisation qu'on prenait pour évaluer les actions futures, c'était 8%. Hein. Et je voulais dire que la prospective, elle est liée à l'évaluation qu'on fait du présent. Sans évaluation vraiment des actions présentes ou du passé récent, on peut difficilement faire la prospective, parce que la prospective, on l'a rappelé tout de suite, ce sont des scénarios. Or, les scénarios, on les fait à partir d'hypothèses. Et les hypothèses, où on les cherche? On les cherche dans les évolutions récentes. Et donc, j'insiste là-dessus, on ne peut pas faire de la bonne prospective si on n'a pas une bonne évaluation. Et les deux démarches sont voisines. D'ailleurs, au commissariat au plan, on faisait aussi d'évaluation. C'est-à-dire, le commissariat au plan, c'était aussi un commissariat d'évaluation. L'évaluation a continué son chemin. Hein, et donc, on ne peut plus, comme on avait la prétention de faire il y a quelques années, faire des prévisions assez fines, parce que c'est impossible, hein, et on est obligé de manier des tas d'hypothèses qui finalement se révèlent complètement désastreuses, mais les scénarios, les gros scénarios, oui, on peut le faire, hein, et la prospective, ce sont des scénarios, hein, 2 ou 3, 4 scénarios, et dans ces scénarios, il faut voir quels sont ceux qui sont cohérents. Bon, on est déjà dans la planification quand on commence à imaginer la cohérence. Eh bien, c'est peut-être justement l'occasion de redemander à Michel Reffin, qui nous a évoqué les territoires 2040. Là, on est vraiment sur plusieurs scénarios. Hein. Juste si je peux rebondir Bien sûr. Préalablement sur au moins l'intervention précédente et faire un peu de provocation pour dire que finalement, faire de la prospective,
ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que l'exploration qu'on fait du futur permet aussi de comprendre le présent. Et c'est peut-être ça aussi qui différencie l'exercice prospectif de l'exercice de modélisation ou de prévision. C'est que ça marche dans les deux directions et que c'est à force aussi de construire des scénarios pour essayer de comprendre ce que pourrait être l'avenir qu'on arrive à dégager quelles sont les tendances structurantes du présent et à mieux comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Donc je suis très attaché, enfin quand je dis je, c'est la data derrière moi, hein, à cette vision du sujet. Et encore une fois, on n'est pas juste dans de la projection sur l'avenir, on est dans l'identification de variables stratégiques et la compréhension de ce qui est en train de se passer pour pouvoir identifier les bons leviers d'action pour pouvoir prendre des décisions. Et évidemment, je me retrouve tout à fait dans ce que disait M. Charpin. Si on fait de la prospective, alors il peut évidemment y avoir un vrai plaisir intellectuel à essayer d'imaginer l'avenir, mais encore une fois, c'est d'abord pour prendre des décisions, c'est pour construire de la stratégie, c'est pour faire réagir. Donc j'en arrive à oui, votre question. Oui, c'est le travail que vous avez engagé, voilà. Je crois que c'est début 2010 que ça a commencé voilà, depuis sur fin chaque 2010, territoire français. voilà. Et l'enjeu, donc on peut parler effectivement de l'exercice Territoire 2040 qui est un bon cas d'école. L'enjeu, c'est d'arriver justement, alors on a changé un peu de braquet par rapport aux exercices antérieurs de la data qui d'emblée essayaient de construire 2, 3, 4 scénarios sur l'avenir de la France à 10 ou 15 ans ou 20 ans. Là, la posture de départ a été relativement différente. Elle a consisté à se dire, finalement, peut-être qu'il ne faut pas raisonner a priori sur l'objet France en tant que tel, il faut raisonner par type de territoire, puisque c'est un des enseignements qui était lié à nos démarches antérieures ou aux études qu'on mène parallèlement, qui était de dire finalement les territoires français se différencient de plus en plus. Ils ont chacun des potentialités différentes et c'est aussi un message fort que je voudrais passer, c'est que le futur qu'on peut observer, il n'est pas le même selon la maille à laquelle on observe. C'est-à-dire qu'on n'observe pas la même chose quand on se pose la question de l'avenir de la France ou de l'Europe, ou quand on réfléchit à l'avenir d'un territoire qui peut être une ville ou une ville-État ou une région. Donc c'était tout l'enjeu de Territoire 2040, c'était d'identifier les grands types de territoires aujourd'hui à l'échelle française. Donc on a regardé les espaces de faible densité, on a regardé le périurbain, on a regardé les métropoles mondialisées, enfin je ne vais pas les citer tous, mais pour vous donner quelques exemples de la façon dont nous avons raisonné, et de produire des scénarios donc à horizon 2040 sur chacun de ces espaces. Donc on est incapable, si vous me posez la question, on est incapable aujourd'hui de dire à quoi ressemblera la France en 2040. En tout cas, on n'a pas encore fait l'exercice de ce type, mais on est capable de dire de façon un peu robuste ou documentée comment pourraient évoluer les territoires périurbains ou les grandes métropoles d'ici 20 ans. Vous avez fixé les cadres en quelque sorte pour une réflexion future. Voilà, et encore une fois, cet exercice, il est très, très intéressant parce qu'il fait réagir. Enfin, j'ai eu l'occasion de le présenter à l'Assemblée nationale il y a quelques jours, et c'est vrai que les élus locaux qui se reconnaissaient dans tel ou tel type de territoire réagissaient vraiment. Et c'est ce que je leur ai dit. L'enjeu, c'est aussi ça. La prospective, elle est là pour donner une vision. D'ailleurs, on a eu une vraie réflexion, c'est aussi une spécificité forte de Territoire 2040 sur la façon dont on représentait. L'idée était de dire on ne fait pas que des scénarios écrits, on fait des scénarios cartographiques, visuels. Et donc on a construit des cartes totalement dédiées à l'exercice, qui sont pas des cartes traditionnelles, qui sont assez innovantes et dont on est assez fier. Et donc à la fois donc le texte et la carte sont là pour donner une représentation un peu brutale, j'allais dire, des différentes options proposées, des différents scénarios construits, et ensuite donc faire réagir et faire agir. C'est le discours que j'ai porté. Encore une fois, l'exercice est toujours stimulant intellectuellement. Il a mobilisé de nombreux chercheurs à l'échelle nationale et internationale, mais l'enjeu n'est pas ça. L'enjeu, c'est de dire, bon, quand on arrive à ça, comment les acteurs locaux, comment l'État s'approprie ce matériau et quelles décisions question pour vous, là, rapidement, Michel Ruffin, mais quand on vous entend engager tout ce travail, on se dit, mais vous, aurez-vous besoin d'un nouveau, je ne sais pas comment il s'appellera, d'un nouveau commissariat à la prospective, ou considérez-vous que finalement vous faites fort bien ce travail ?
Je vais vous dire qu'on fait très bien ce travail, mais c'est une vraie question, puisque ce sont deux questions de nature différente. La façon dont on peut s'organiser pour bien le faire et la qualité du travail que je viens de présenter sont deux choses différentes. Mais puis sérieusement, quelle complémentarité voyez-vous avec je pense qu'il peut y avoir des complémentarités fortes. Alors je parle de la situation actuelle, donc sans présager des décisions qui pourront être prises, puisque vous savez que pour la DATAR, il y a également des réflexions en cours sur des évolutions possibles. Mais il est clair qu'il y a des rapprochements peut-être plus systématiques à opérer, par exemple entre la DATAR et le CAS, ça me semble absolument indispensable, même si nous n'avons pas forcément les mêmes pas de temps, même si d'emblée le CAS a plutôt une vision nationale et nous essayons d'avoir une vision à plusieurs échelles. Encore une fois, ce que je vous ai dit sur Territoire 2040, ça ne veut pas dire que la DATAR ne va plus s'occuper que de territoires infranationaux, ça n'est pas l'idée, mais l'idée forte que nous avons derrière ça, c'est de dire qu'il faut raisonner à plusieurs échelles, du local à l'européen et au mondial, et que c'est comme ça qu'on arrive à construire des stratégies de développement efficaces. Plusieurs réactions encore, de Jouvenel, Jean-Michel Charpin, Jean-Pierre Raffarin, qui veut commencer. Juste 3 petits post-scriptum. Un, ce qui est très important, c'est que le scénario est un média. Dans un monde numérique, quand vous avez un scénario, vous avez beaucoup d'informations. Ceux qui n'ont pas de scénario, ils n'ont pas d'informations. Ceux qui ont des scénarios, c'est important. Je me souviens, avec la DATAR, on avait monté un concept avec Olivier Guichard sur l'arc atlantique, du temps où la région Poitou-Charentes était active. Parenthèse. C'est une malice simplement pour mes quelques collègues qui sont là, mais je passe là-dessus. Non, simplement pour dire qu'il y a quand même un élément très important aujourd'hui, c'est que saisir les informations, c'est aussi un facteur d'intelligence. Et que si vous êtes sans information, vous êtes très faible. Donc le scénario vous donne des informations mondiales, très important. Premier point. Deuxième point, la carte. Il y a de la malice chez la DATAR, parce que la carte, c'est un lieu de pouvoir. Je le dis aux élus qui sont ici. Il faut faire très attention. Moi, j'ai monté dans ma propre région un institut de cartographie, parce que celui qui a les cartes a souvent le pouvoir. Donc il faut pouvoir leur opposer des cartes à leurs cartes, parce qu'au fond, derrière une carte, il y a toujours une idée. Et celui qui a fait la carte, il n'est jamais innocent. Donc il faut toujours être très attentif à ceux qui font des cartes, et donc ne pas laisser le pouvoir de la carte comme ça, parce que c'est une expression visuelle. Vous avez des grands débats qui se résument par une carte, et le lendemain matin, dans la Dépêche du Midi, dans Ouest France ou ailleurs, la carte sort et l'idée est passée. Et vous avez beau discuter, c'est la carte qui a gagné. Donc ça, c'est un élément. Et dernier point, dernier post-scriptum, je me réjouis que la DATAR soit redevenue interministérielle. Parce que c'est en redevenant interministérielle, c'est rattaché à Matignon, qu'elle trouve tout son espace stratégique nécessaire. Jean-Michel Charpin, Pic de Jouvenel, et ensuite on ira dans la salle comme promis, nous avons tout à fait le temps. Oui, je vais essayer de répondre sérieusement, même si je ne souhaite pas être trop long à l'interpellation critique du duc de Jouvenel sur les travaux qui ont été menés sur les retraites. Est-ce que les scénarios qui ont été utilisés tout au long de ces travaux étaient un peu trop roses, comme Hugues me le reproche depuis plus de 15 ans? La réponse est oui. Ils étaient effectivement biaisés dans le sens de l'optimisme. Mais pourquoi est-ce que ce choix a été fait? Ce choix a été fait parce qu'il faut bien comprendre quelle était la situation. Si l'objectif, c'est l'action, c'est-à-dire c'est la réforme, il faut arriver à convaincre la population, les syndicats, qu'en aucun cas les techniciens n'ont cherché à noircir le paysage. Parce que c'était ça leur question. Leur question, c'était, est-ce qu'on ne nous raconte pas des histoires en nous disant que la situation est si noire que ça, que les déficits prévisionnels sont si importants que ça? Remettez-vous en tête la situation dans les années 90, sans être trop long. Les années 90, la population française est enfin parfaitement satisfaite de son système de retraite. Système universel, système qui a considérablement réduit la pauvreté parmi les personnes âgées, système qui a assuré la parité de niveau de vie entre les actifs et les retraités. Et là arrivent des gens, Michel Rocard pour commencer, et puis d'autres, moi vers la fin des années 90, les gens du corps ensuite, qui disent vous êtes parfaitement satisfait de votre système de retraite, mais tout simplement, pour des raisons démographiques et financières, il est intenable, et donc il faut le changer. C'est quand même très difficile d'arriver à convaincre une population et ses représentants légitimes qu'il faut en passer par ce type de réforme. Et si les scénarios avaient été aussi noirs que ceux que me conseillait Hugues à l'époque, je pense que la force de conviction aurait été beaucoup moins forte.
parce que les gens auraient dit, évidemment, vous trouvez des déficits monstrueux, mais s'il y a la récession, s'il n'y a pas de création d'emplois, évidemment, c'est pas très étonnant. Et au total, on n'a fait pas si mal que ça sur les retraites. Aujourd'hui, il n'est pas vrai que la France soit en retard sur les autres grands pays développés en matière de réforme des retraites, alors qu'il y a 20 ans, c'était extrêmement vrai. Il y a 20 ans, nous étions très très en retard. Et aujourd'hui, ça n'est plus vrai. Donc l'objectif pratique, qui était de faire la démonstration de la nécessité de la réforme, a été finalement atteint. On ne va pas régler aujourd'hui votre petite querelle de 15 ans, hein, Luc de Jouvenel. On est sur la planification stratégique, ne la perdez pas de vue. Non, mais Jean-Michel pose une vraie question quand même. Il dit, si on veut faire passer la réforme, il faut avoir une prévision qui n'effraie pas la population. Et moi je dis, si on fait une prévision trop optimiste, on encourage l'irresponsabilité. Et par conséquent, on ne relève pas le défi qu'évoquait Michel Rocard dans son livre blanc sur les retraites, disant à un gouvernement, s'il a un peu de courage, il y va, il ne se contente pas, Jean-Pierre Raffarin, de réformes paramétriques. Il provoque délibérément, puisqu'on est là, on est au début des débats. Ça, c'est une première remarque. Deuxième remarque, trois remarques par rapport au débat. Première remarque qui n'a pas été faite, me semble-t-il, depuis le début de notre échange, c'est que quand on parlait du commissariat général du plan du passé, on parlait d'un passé où l'État était puissant sur un territoire relativement fermé. Aujourd'hui, l'État est un acteur parmi d'autres sur un territoire beaucoup plus ouvert. Donc, il faut prendre en compte ce phénomène-là. Si on ne le prend pas en compte, on ne se rend pas compte que les marges de manœuvre de l'État sur son territoire n'ont plus rien à voir avec ce qu'elles étaient il y a 40 ans. Deuxième remarque, en réponse à ce que disait Joël Bourdin, sur la difficulté de la prévision. Tout le monde sait que la prévision est difficile, surtout lorsqu'il s'agit de l'avenir, et surtout s'il s'agit de l'avenir à très long terme. Mais c'est pour ça, cher ami, qu'il faut renoncer à faire des équations ultra sophistiquées à l'horizon de 50 ans, avec des prévisions à long terme qui sont éminemment périssables. On le voit bien. Il faut débroussailler l'avenir avec à gros traits, à la hache, et puis ensuite pas se demander que fait-on. D'accord ? Donc moi je crois que ce n'est pas en améliorant les méthodes prévisionnelles qu'on va s'en sortir. Troisième remarque sur l'évaluation. Moi je crois que l'évaluation des politiques publiques est un vrai enjeu. Mais ce n'est pas la RGPP, la révision générale des politiques publiques. Moi ce que j'ai lu de plus pertinent sur la RGPP, c'est des travaux qui ont été faits dans les années 70 sur la RCB, la rationalisation des choix budgétaires. Le contrôle de gestion est utile, mais insuffisant. L'évaluation des politiques publiques implique que les politiques publiques aient des finalités clairement définies. Si les politiques ne s'engagent pas sur des objectifs, on ne peut pas faire de l'évaluation. Et puis, dernière remarque, moi je trouve qu'on fait trop l'impasse dans le débat sur les acteurs. Où sont les acteurs ? Où sont les acteurs des territoires ? Où sont les acteurs des associations ? Où sont les acteurs des corps intermédiaires ? Il n'y a pas qu'un seul acteur qui serait l'État omniscient, omniprésent sur tous les terrains. Bien, merci. On va demander dans la salle si... Je crois que Michel Rocard déjà voulait avoir une réaction à tout ce qui s'est dit, notamment à son sujet, puis d'autres réactions dans la salle, si vous le souhaitez, dites-le nous. Michel Rocard. Merci beaucoup. Sur ce que vient de dire M. Jouvenel, je dirais volontiers 3 mots, mais ce sera plutôt pour la deuxième table ronde et tout à l'heure. J'ai demandé la parole uniquement pour réagir et pour remercier et féliciter ce que vient de dire M. Charpin. D'abord, merci d'avoir votre mémoire, mais je vais ajouter une chose que tout le monde a oubliée. D'abord, une drôlerie. Le commissariat au plan, non seulement il avait fait le livre blanc, mais il n'était pas pour rien dans notre inquiétude préalable. Dans les travaux internes, la démographie avait parlé, c'est probablement le plan qui avait le plus contribué à notre inquiétude générale. Mais ce qu'il faut qu'ici tout le monde sache, alors que tout le monde l'a oublié, et personne, et que Charpin vient de ne pas le rappeler, c'est que j'avais mis en place toute une stratégie compliquée qui passait par l'accord des partenaires sociaux. Et le premier élément de cette stratégie, c'était d'obtenir des partenaires sociaux le fait d'ouvrir le débat, et d'ouvrir le débat par un diagnostic. J'ai eu sur le fait de faire un diagnostic un accord du CNPF et de l'ensemble des syndicats sur le CGT, notamment CFDT et FO. Deuxièmement, on a demandé au commissariat au plan de l'écrire, ce qu'il a fait superbement. Et heureusement qu'ils n'ont pas noirci.
Monsieur Charpin vous a rendu compte. Mais à Jouvenel, je dirais d'un mot qu'en effet, il n'est pas question d'être pointu, il est question de préciser des scénarios et des fourchettes et des options, deux catégories d'options, celle de la puissance publique et des tarifications variées, et puis celle de la démographie qui répond à d'autres choix. Mais mesdames et messieurs, les partenaires sociaux ont donné leur accord à leur publication et l'ont co-signé. Ça faisait partie d'une opération dialoguée. Si bien que le jour où la signature du commissariat ayant pratiquement disparu, c'était l'État. On sortait le livre blanc sur la retraite que vos prédécesseurs avaient rédigé, merci encore. J'avais à mes côtés le CNPF, la CGT, la CFDT, pardon, pas la CGT, et Force ouvrière, pour annoncer le diagnostic. Et le livre blanc, ce n'était pas seulement le diagnostic, c'était en plus la boîte à outils. Sans annoncer aucune mesure, c'était un inventaire de tout le clavier des variables sur lesquelles on pouvait toucher. Majeur, durée des années de cotisation, taux des cotisations, taux des retraites, variable mineure, indexation sur les prix ou sur les taux d'intérêt ou sur les salaires, etc. etc. Taux d'intérêt, point. À cela suivait une seconde étape annoncée ce jour-là, le lancement d'une mission du dialogue sur les retraites, que tout le monde a oublié, présidée par un syndicaliste, en l'espèce le secrétaire général des cadres Force ouvrière. Il fallait un laïc, bien entendu, il fallait un type un peu réformateur et surtout cultivé en matière économique. C'était pas fréquent dans le monde syndical. Celui à l'État, il s'appelle Robert Cotave, et flanqué de 3 hauts fonctionnaires, avec mission. Vous avez 2 ans, vous patrouillez toute la France, vous allez dans les préfectures, dans les chambres de métiers, dans les chambres de commerce et partout. Il ne faut plus, au bout de 2 ans, que personne se permette de discuter le diagnostic. Cette mission a fait un travail exceptionnel, extraordinaire. Ça a duré 9 mois, ça a pratiquement suffi. J'ai vu mes fonctions prendre fin de manière un peu rapide et avec le préavis, chacun s'en souvient. Et j'ai eu le malheur d'avoir comme successeur quelqu'un qui ne croyait pas à cette méthode, qui a interrompu le travail de la mission du dialogue sur les retraites, alors que ma troisième étape, c'était après la fin du dialogue sur les retraites, d'ouvrir la négociation de partenaires. À 3, l'État, le patronat, les partenaires sociaux. Et la 4e étape seulement devait être la loi. Voilà ce qui a été annulé. Et mon très éminent collègue Balladur a profité du climat créé par la mission sur la retraite pour procéder par décret en plein mois de juillet, pour avoir au moins liquidé la partie trésorerie la plus urgente, et en gros la moitié comptablement du problème. Mais l'idée était bien, c'est le diagnostic, et l'État n'a pas travaillé tout seul. Les partenaires sociaux étaient compromis dans le diagnostic, c'est ça que je tiens à rouler. Méthodologiquement, c'est ça qui est important. Mais merci rétrospectivement pour le beau boulot du plan. Pour le reste, l'évaluation, on y reviendra tout à l'heure. C'est ce que j'allais dire sur la deuxième table ronde. On passera le temps qu'il faut sur l'évaluation et notamment, bien sûr, sur les initiatives. D'autres interventions? Merci de vous présenter brièvement, monsieur. Merci. Grégoire Postel-Vinet, je m'occupe de la stratégie de la Direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services. Et à ce titre, cette boutique a été un peu pour quelque chose dans le rapport Gallois récemment. Je voulais souligner 3 points. Le premier, c'est que dans le rapport de Madame Moreau, l'intégration de plusieurs organismes, dont le Conseil national de l'industrie, nous paraît une excellente idée à partir du moment où la composante industrielle et productive dans la nation, qui est en mauvais état, doit effectivement faire l'objet d'une attention particulière. Et au fond, nous sommes à peu près dans la même situation que celle que connaissait Pierre Massé au début des fondements du commissariat au plan, en disant il s'agit de redonner confiance avec une visibilité et des perspectives suffisamment attrayantes pour entraîner les énergies et suffisamment réalistes pour ne pas créer justement le phénomène de défiance qu'a décrit très bien Hugues de Jouvenel tout à l'heure. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est que l'arbitrage long terme, court terme, je pense que la situation dans laquelle nous sommes en Europe aujourd'hui rend absolument nécessaire l'intégration des stratégies de nos partenaires européens qui bougent très vite. C'est vrai de l'Italie, c'est vrai de l'Espagne, c'est vrai de l'Allemagne. Lorsqu'on voit des flux migratoires de jeunes venant des pays du sud de l'Europe à hauteur de 230 000 arrivés en Allemagne comme espèce de safe harbor, on a des perspectives qui, en termes démographiques et d'effets sur la compétitivité, sont sans commune mesure avec ce que nous connaissions auparavant. Et donc, je vais une deuxième fois saluer Hugues de Jouvenel
sous la forme, il faut que les scénarios de prospective ne ronronnent pas, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient des champs suffisamment larges de possibilités et de ruptures pour examiner sérieusement les différentes possibilités, car elles sont larges. Et donc, la prolongation par continuité, certes, mais en regardant de très près ce que font les autres, j'ai remarqué que le SGAE avait été associé aux travaux de Mme Moreau, c'est une bonne chose. Le troisième élément, ce sont sur les instruments de mesure. Il faut des modèles, bien sûr, et il faut des macroéconomistes, et la direction de la prévision, dans laquelle Michel Rocard a fait ses premières armes, est à cet égard très utile. Elle peut être aussi très nuisible. Je veux dire par là que les modèles avec la meilleure foi et la meilleure attention des économistes travaillent sur des bases statistiques qui ne reflètent pas nécessairement toujours la réalité actuelle des entreprises, qu'il s'agisse de l'interaction entre industrie et services, qu'il s'agisse des effets des technologies de l'information dont on ne mesure pas toujours là où se localise la valeur, et beaucoup d'autres effets. Dans la communication récente du gouvernement que je salue concernant le commerce extérieur, on lit tout de même que s'agissant des services, on n'a pas pu dire grand-chose parce que les statistiques ne disaient pas grand-chose. Donc il y a là un problème sur la réflexion en termes d'instruments de mesure qui me semble un outil, une question majeure. Je note que M. Cause, du haut de ses 101 ans, a l'esprit vif et qui vient d'écrire un article pour expliquer que c'était encore essentiel, et je partage ce sentiment. Merci, monsieur, pour cette intervention. D'autres, oui, beaucoup de mains levées. On y va. Alors, monsieur, je vous en prie. Vous êtes devant moi. Merci également de vous présenter. Je crois que votre micro est... Oui, Jean-Claude Piel. J'ai Voilà. fait ma carrière à l'Union des coopératives de céréales et dès l'année 60, je fréquentais l'Europe. Il n'en a pas encore été question. Je ne propose pas pour aujourd'hui, mais pour les semaines et les mois qui vont venir, une étude de cas pour le panel et tous ceux qui vont les entourer, pour la structure qui va être mise en place. Les pères de l'Europe, ils avaient une carte. Il y avait 6 pays. Ils allaient construire une Europe politique. L'Europe puissance dont on aurait besoin aujourd'hui. Mais les faits ont été différents. Nous avons maintenant, si nous faisons la perspective, un ensemble qui est la zone de libre-échange à 27, qui n'est pas l'Europe. Alors, le projet, messieurs les premiers ministres, le projet, il demeure. C'est l'Europe puissance. Il est plus que jamais nécessaire dans la conjoncture mondiale actuelle. Ma question, la perspective, la prospective sur une avant-garde dont la France, avec d'autres, pourrait construire les éléments et pas seulement des communiqués au journal de 20 heures, un travail sérieux, une initiative avec des partenaires sérieux, une avant-garde qui fasse la naissance ou la renaissance de l'Europe. L'Europe a été victime d'un avortement provoqué par des gens extérieurs et par les mollesses ou par le fléchissement de l'intérieur. Il faut une naissance de l'Europe. L'étude de cas à venir, j'en termine par là, ce pourrait être comment réaliser par une avant-garde, avec qui et comment, l'Europe puissance dans l'avenir de demain. C'est une proposition. Merci, monsieur. D'autres interventions juste derrière vous, puis on viendra vers ici. On s'est fait enfiler. Voilà, Jean-Claude Devez, Pacte Civique. Vos tables rondes portent sur une planification rénovée. Quand on lit le rapport de Mme Moreau, il y a marqué constituer un centre de ressources sur diverses formes de concertation et de débat public en observant la qualité des pratiques. Est-ce que ça suffira pour associer les partenaires sociaux et la société civile? Oui. En effet, là aussi, nous reportons cette question sur notre deuxième table ronde où on sera plus sur les outils et les moyens à mettre en œuvre après les constats que nous sommes en train de faire. Merci d'avoir souligné ce point. Je pense que Yannick Moreau y reviendra. Par ici, encore quelques remarques. Oui, merci, monsieur, madame, je vous en prie. Merci de me donner la parole. C'est une question très simple. Comment faire les prospectives et l'efficacité avec les proliférations des lois et le manque ou la question de la qualité de l'autorégulation? C'est-à-dire que à partir du moment où il y a trop de lois, trop de réformes chaque année, et le scénario, elle ne sera pas très clair. L'autorégulation, c'est un élément, c'est une clé qui n'est pas encore en France utilisée. Et je me rappelle d'un colloque où j'étais invité pour parler de l'autorégulation, self-regulation, et il y avait des difficultés en général pour savoir qu'est-ce que c'est, alors que comme le disait M. Raffarin, M. Rocard, il y avait le numérique, il y avait plus d'1 million d'articles
sur le self-regulation, autorégulation en France. Donc comment peut-on faire une planification de l'avenir alors que on ne prend pas en considération les choses les plus simples, réformer toutes les lois qui sont, je ne parle pas de lois pénales, mais je parle des lois en général, et les assimiler avec le droit européen et international, voire même à l'intérieur de chaque département français. Et voilà un peu ce mot-clé, self-regulation, autorégulation et prospective. Merci. Sur l'autorégulation, Jean-Pierre Raffarin, peut-être. Oui, moi je voudrais rassurer monsieur, parce qu'en général, s'il y a trop de lois, c'est parce qu'il n'y a pas assez de pensée, il n'y a pas assez de prospective, c'est parce que l'immédiat dévore, et que plus on met de la stratégie, moins il y a de texte. Et c'est la conjoncture qui fait souvent le texte. Et si on a une inflation législative aujourd'hui, c'est parce qu'on a une inflation d'attitude de réactivité et non pas de stratégie et de pensée. Donc plus on mettra de la pensée dans l'action publique et de la pensée de long terme, et moins on aura d'opportunisme. Et au fond, c'est l'opportunisme aujourd'hui qui nous conduit à légiférer dans un texte qui est décidé très rapidement, dans une circonstance. Et ça, c'est vrai d'un certain nombre de gouvernements successifs. Merci pour cette réponse. On continue notre... Oui, monsieur, je vous en prie, c'est à vous. Oui, Jean-François Vessé, partenaire social patronal au nom des petites et moyennes entreprises. J'ai été acteur de cette concertation et je peux témoigner de son efficacité. Je crois que pour les retraites, nous avons su faire prendre des décisions responsables, raisonnables et financées. Ce qui n'a pas été le cas, notamment dans le domaine de la santé et de la protection sociale. Et de ce fait, nous sommes aujourd'hui avec une charge de la dette que nous ne pouvons ignorer, tant à travers la CRDS qu'à travers de plus en plus de difficultés à dégager les sommes nécessaires pour que nous, entreprises, nous puissions, à côté de l'État, continuer à investir. Donc, les défis pour demain, c'est peut-être la deuxième table ronde, mais c'est à la fois de trouver les solutions adaptées à la démographie d'aujourd'hui et en même temps de trouver les financements pour aller de l'avant. Merci. Votre voisin, on va continuer à parcourir l'hémicycle. Merci. J'aimerais beaucoup avoir un cèdre du Liban dans mon jardin. Auriez-vous la gentillesse de vous présenter? François Racheline, le conseiller spécial de Jean-Paul Delevoye. J'aimerais beaucoup avoir un cèdre du Liban dans mon jardin, dit le maréchal Lyotet à son jardinier, lequel répond « mais ça prend 100 ans ». Et le maréchal Lyotet lui dit alors « il faut le planter cet après-midi ». Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le présent est la conséquence du futur? Vaste question, réponse. Oui. Évidemment, dit-on ici. D'autres réflexions, questions? Madame, je vous en prie, au premier rang. Oui, je suis Jacqueline Denidu, je suis de la CGT, Monsieur Rocard, et membre du CESE, où j'ai commis un avis sur mission organisation d'État dans les territoires, et qui abordait, entre autres, donc je vais aller très très vite, la question de la balkanisation, aujourd'hui, des différentes missions qui étaient auparavant exercées par le commissariat au plan. Et donc le besoin, non pas de remettre en œuvre, remettre en place un commissariat au plan, mais bien de s'interroger de plus en plus sur l'outil dont nous avions besoin, donc pour plus de prospective et plus de planification. Alors, ceci étant dit, il y a quand même 3 éléments nouveaux depuis le commissariat au plan qu'on ne peut pas négliger. D'une part, les leviers d'intervention de l'État se sont amoindris. Je ne propose pas de disputer sur la retraite, je vous le dis franchement. Mais globalement, ça s'est amoindri. Or, ça, c'est une question qu'on ne peut pas laisser de côté. Vous l'avez abordé au travers de la politique industrielle, mais il y a d'autres domaines. Il y a la décentralisation. Monsieur Raffarin, vous êtes un fervent défenseur de la décentralisation. C'est un domaine, ça joue
sur les questions de prospective, et il y a la construction européenne. Je m'arrêterai à la construction européenne. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est quand même les échelles de temps, effectivement, sont variables. Quelle est la place aujourd'hui, dans une prospective et dans l'élaboration d'une stratégie, de l'évaluation et des séquences d'évaluation, de réorientation éventuellement des décisions qui ont été prises dans un certain nombre de domaines. Cela me paraît absolument essentiel. Troisième point, c'est une question. Nous avons aujourd'hui, de façon institutionnelle, un futur commissariat à la stratégie, à la prospective qui se dégage, ai-je envie de dire, qui se dessine. 2, un conseil économique, social et environnemental qui est certes composé d'une délégation, mais également de sections, lesquelles sections émettent des avis, des préconisations, qui partent du présent avec un diagnostic partagé, disputé, pour aboutir à un consensus avec l'ensemble de la société civile organisée. Et nous avons le Parlement. Quelle articulation entre ces trois espaces institutionnels en posant la question, vous êtes inquiète de cette articulation, Je ne suis pas inquiète. La manière dont elle peut être faite. Je pense qu'elle doit être utile parce que ce ne sont pas les mêmes leviers. Pour autant, quelle va être l'articulation organisée entre ces intelligences collectives dans ces trois institutions, deux qui existent et une troisième qui se dessine. Si vous me permettez, je voudrais également insister sur la qualité de la dispute. Parce que j'entends bien les experts, mais on a constaté, y compris au travers des différentes interventions, que l'expertise était parfois contestée, les indicateurs interrogés. Donc la qualité de la dispute, de façon non seulement à aboutir autant que faire se peut à un diagnostic partagé, mais à un sens donné aux orientations qui vont être prises. En matière de retraite, si le diagnostic était, ai-je envie de dire, globalement partagé, le sens qui a été donné n'était en revanche pas partagé. Et nous sommes à la veille de la conférence de la pauvreté et de l'inclusion sociale. Le diagnostic partagé, c'est qu'une des conséquences de la réforme des retraites a été l'explosion de la pauvreté chez les retraités. Donc nous avons là, ce sont les experts en la matière, les statistiques, donc l'INSEE, des chiffres non contestés, qui portent ce constat. Ce n'est pas la CGT, ce sont les chiffres qui portent ce constat. Donc voilà, comment nous avançons dans ces différentes problématiques. Merci Madame pour toutes ces remarques. Sur la question de l'évaluation, là aussi, connaissant les travaux d'Yann Algan, je pense que nous allons largement l'aborder sur la deuxième table ronde. Toute dernière intervention et puis nous conclurons cette première... mais on va continuer après encore pendant un long moment. Monsieur. Oui, merci. André-Jean Guérin, membre du conseil d'administration de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme, et membre du conseil économique, social et environnemental. Le monde est fini, et maintenant on le sait depuis une bonne cinquantaine d'années de façon publique. Et cela change sans doute les avenirs possibles. Le PIB est moins corrélé au bien-être, et même l'OCDE ou l'Union européenne aujourd'hui ont engagé des travaux pour multiplier les indicateurs. Et ma question est la suivante. Comment peut-on articuler le travail prospectif à une représentation opératoire de valeurs concrètes, débattues? Et les valeurs concrètes, ce n'est pas les grandes valeurs de l'humanisme ou de la République, celles-là ne sont intangibles. Mais c'est quels écarts de revenus, par exemple, dans 10 ans, dans 20 ans, au sein de la communauté nationale, quelle indépendance énergétique, quelle capacité à influencer l'Union européenne et le monde, des choses aussi précises que cela. Et derrière, quels indicateurs vont pouvoir orienter la construction des politiques publiques et ensuite leur évaluation. Alors le CESE a une petite expérience partagée avec le CNIS
et le Commissariat général au développement durable sur un débat ouvert, une ouverture de débat sur les indicateurs de développement durable. Comment voit-on ça dans une approche de la prospective? Merci. Là encore, question très centrale. Madame, on va terminer avec vous. On vous a fait attendre. Merci, je vais être très très rapide. En fait, c'est une question sur le fait que jusqu'à maintenant, j'ai le sentiment qu'on n'a justement pas énormément parlé des valeurs. Or, est-ce que dans l'état actuel de questionnement, de crise ou de changement qui nous préoccupe, est-ce qu'il n'y a pas un préalable à envisager un vrai débat et une redéfinition de nos valeurs pour envisager des finalités qui orienteraient nos explorations et décisions. En effet, les indicateurs de bien-être, beaucoup d'experts travaillent maintenant sur l'économie du bonheur. C'est un élément très, très important qu'on peut rajouter au débat, y compris prospectif. Les tout derniers mots de la table ronde, c'est Joël Bourdin qui va conclure. Jean-Pierre Raffarin, souhaitez-vous auparavant une courte remarque sur tout ce qui vient d'être dit? Notamment sur les retraites. Moi, je suis assez d'accord avec lui quand il nous dit que la prospective doit débroussailler à la hache. Le problème, c'est qu'on ne gouverne pas à la hache. Donc, de toute façon, entre la prospective et la gouvernance, il y a une dialectique. Et il faut faire vivre cette dialectique. Et c'est là où le débat, où les valeurs doivent pouvoir exister. Mais il faut accepter l'idée, et sans forcément que ce soit le mot dispute qui soit le mieux approprié, mais en tout cas débat, pour faire en sorte qu'il est clair qu'il doit y avoir nécessairement au fond, cette capacité à dégager des lignes d'avenir avec une certaine forme de netteté, mais aussi qu'on veuille bien comprendre que la société, elle est quelquefois aussi en cristal et que la hache n'est pas l'outil de travail numéro 1 d'un gouvernement. Merci. Et de Jouvenel, vous vouliez dire, pas sur la hache quand même. Non, bon, je suis désolé d'avoir amené le débat tellement sur les retraites, alors qu'en réalité, le vrai problème en France, et sur lequel la gauche et la droite sont complices depuis 40 ans, c'est le sous-emploi. Et les partenaires sociaux aussi bien côté patronat que salariés. Si on n'avait pas une situation de sous-emploi aussi endémique, je ne parle pas que du chômage, avec des problèmes absolument majeurs sur les jeunes et les seniors, la question se poserait en des termes tout à fait différents. Nous avons fait en France le choix de l'ajustement par le sous-emploi. Il faut l'assumer, il faut le reconnaître, il faut savoir comment on peut y remédier. À François Racheline, je dirais, évidemment, il faut planter des tons cèdres tout de suite, parce que le futur n'attend pas. Et si on attend trop, par exemple, plus 2 degrés sur la planète à l'horizon 2100, c'est trop tard, c'est déjà trop tard. Éventuellement, on sera plus 3, plus 4 degrés, mais pas plus 2. Et puis, enfin, à Grégoire Postelvinet, j'ai envie de dire, oui, bien sûr, les instruments de mesure sont essentiels. Par exemple, j'évoquais l'emploi. Le taux d'emploi me paraît un bien meilleur indicateur que le taux de chômage. Malheureusement, la France n'a toujours pas compris, en dépit des sommets européens. Merci. Non, on va en rester là, désolé pour ne pas empiéter sur notre deuxième table ronde importante, au moins autant que celle-ci. Joël Bourdin, s'il vous plaît, pour la conclusion de notre président. Conclusion, c'est beaucoup dire, parce que la table ronde a été assez riche et tout le monde a en tête ce qui a été exprimé. On a eu une bonne idée, finalement, la délégation de la prospective du Sénat et sa sœur, la délégation à la prospective du Conseil économique, social et environnemental, de nous donner rendez-vous, notre premier rendez-vous de réflexion sur ce sujet. Parce que la délégation à prospective du Sénat existe depuis quelques années, la délégation à prospective du CESE existe depuis 3 ans. 2. Hein. Et donc, le président Delevoye et le président Bailly ont souhaité qu'on fasse quelque chose ensemble. On a fait cela. Hein, et c'est pas facile. C'est la première fois, je crois d'ailleurs, que le Conseil économique et social et le Sénat travaillent ensemble sur un sujet comme celui-ci. Et on est tombé pile. C'est le général de Gaulle qui doit être content. Sans doute. Hein. Et on est tombé pile puisque vous êtes nombreux et merci d'être venus pour évoquer ce sujet. La prospective est dans l'air du temps, bien évidemment, hein, puisque même le gouvernement, en juin ou en juillet, a décidé de demander à Mme Moreau de faire un rapport
sur la prospective. Donc il y a une convergence dans ce domaine, mais il faut bien dire que nous vivons dans la dictature de l'instant. Moi, je suis à la commission des finances, où je juge que cette année, on aura voté un budget pour l'année 2012, donc en décembre l'année dernière, et qu'on aura voté, je crois, 4 collectifs budgétaires. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le domaine de la prévision à 1 an, on est dans le domaine de la prévision à 3 mois. Et encore, on se demande si... D'ailleurs, il est certain qu'on aura un collectif la semaine prochaine, et il est certain qu'on aura un collectif au mois de février. Bon, ça devient affolant, et donc, bien évidemment, on sent bien que derrière tout cela, il y a des grandes forces, et qu'il faudrait qu'on ait des perspectives un peu plus encourageantes, certainement, mais cohérentes. Alors, l'idée de prospective n'est pas nouvelle, puisque nous avons eu la chance d'avoir un commissariat au plan qui a été performant pendant très longtemps, et un commissariat au plan qui allait au-delà de la prospective, puisqu'il allait jusqu'à établir une cohérence dans les décisions. Je veux dire, c'était assez ambitieux, mais depuis quelques années, bien sûr, c'est en 2005, le Premier ministre c'était De Villepin, on est passé à autre chose, mais il y a de bons restes. Il y a de bons restes quand même. De la prospective, on en fait. On en a fait au corps, on en fait au CAS, on en fait bien sûr à la DATAR, avec qui d'ailleurs nous avons l'occasion de travailler, la délégation à la prospective, puisqu'on a engagé un rapport sur l'avenir des territoires, donc, avec la DATAR. C'est un beau sujet. Et donc tout cela nous conduit à aller un peu plus loin, peut-être pas jusqu'à, disons, l'idée d'une planification, parce que je pense qu'on ne détient pas suffisamment de manettes pour établir une cohérence à ce point, mais on a besoin, disons, d'une perspective beaucoup plus longue. Je crois que c'est ce qui se dégage de ce débat, et on a surtout besoin d'une prospective, disons, un peu plus généralisée, parce que là, vous avez parlé, madame, d'une prospective balkanisée, c'est vrai. Il y a beaucoup d'endroits où on fait de la prospective, mais il n'y a pas d'endroit où on se réunit pour présenter, disons, des idées un peu plus globalisées. Donc, sur le plan de la méthode, je crois qu'on aboutit pour la première partie à l'idée que il faut continuer à approfondir la prospective, mais la prospective, c'est aussi l'appel aux acteurs. J'ai eu l'occasion l'année dernière, non, il y a 2 ans, de présenter un rapport ici d'ailleurs, dans cette salle, sur le pacte social, où on insistait justement sur la nécessité de rassembler les acteurs sociaux pour arriver à faire en sorte que ce pays, disons, vive et non pas vive par l'invective ou l'insulte, mais vive par des discussions et des accords sur l'essentiel. Et donc, c'est pour ça que dans la deuxième partie, nous allons aborder, pas la méthode, la mise en œuvre avec les acteurs sociaux. Merci. Je voudrais remercier bien sûr tous les participants qui sont autour de moi et qui ont fait vivre ce débat, comme je remercie d'ailleurs le président Bailly qui va prendre ma place et qui va, avec d'autres participants, parler de la suite de ce sujet. Merci beaucoup. Voilà pour cette rencontre sur l'avenir de la nouvelle planification stratégique. Pour revoir cette réunion, notre site internet publicsénat.fr. Très bonne fin de journée à tous.